cette 5e année, on a commencé nos premières rencontres en février 2004. Nous sommes en janvier 2009. Et nous allons, étant donné que 2009 est le 175e anniversaire de la fondation des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, ça veut aussi dire de la fête nationale du 24 juin. On va voir ça plus dans le détail, là, mais Duvernay, c'est une triple fondation. Et donc, j'ai pensé profiter de cette année jubilaire pour souligner, pour faire l'histoire du patriotisme au Canada français et au Québec, mais à partir de l'action de certains présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste. On ne peut pas passer tout le monde. Il y a 60, avec M. Beaulieu, nous sommes au 79e président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, il serait impossible là, de connaître la vie et l'action de chacun de ces presque 80 personnes. Cependant, j'ai essayé, par le choix que j'ai effectué, de nous mettre dans l'ambiance qui va faire ressortir donc le personnage. Ce soir, on va parler du premier président, donc de Jacques Riger, qui a été le premier maire de Montréal et aussi le premier président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'ai intitulé chacune des rencontres « Le président et son temps ». Et je considère que nous allons passer 2 rencontres par président pour nous donner le temps vraiment de nous baigner et dans l'atmosphère de l'époque et de situer ce moment-là dans l'histoire du patriotisme. Parce que l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste, c'est l'histoire du patriotisme canadien-français, qu'on va se mettre à appeler nationalisme à partir de 1900, mais qu'on va appeler patriotisme de 1834 à 1900, en fait. On va appeler ça du patriotisme. Donc, on va se demander, c'est quoi le patriotisme? Quelle forme il a pris chez nous? Et quels sont les héritages de ce patriotisme? Le patrimoine qu'il a laissé. Patriotisme, c'est aussi le fait que sans l'ordre de Jacques Cartier et des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, il n'y aurait pas eu de Caisse des Jardins. Il n'y aurait pas eu de nationalisation de l'électricité. Il n'y aurait pas eu sans doute de drapeau du Québec. Je voyais une photo cet après-midi d'une réunion, d'une activité diocésaine dans le diocèse de Valleyfield en 1936, présidée par l'évêque en avant, qui est Monseigneur Langlois à ce moment-là, dont un pont porte toujours son nom. Eh bien, tout autour de lui, il est entouré de fleurs de lysée. Nous sommes en 1936. Alors que le fleur de lysée va être adopté en 1948. Donc, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste ont commencé à répandre le fleur de lysée dès 1910. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste, on devrait dire les Sociétés Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il y en a eu partout, non seulement au Québec, au Canada français, mais aussi du côté américain. Et il y en a eu en Acadie, jusqu'à ce que l'Acadie se distingue avec un 15 août, une fête nationale et une société nationale. Donc, il y a eu des Saint-Jean-Baptiste partout, dans tout le continent américain. Il y a eu des Saint-Jean-Baptiste en Europe, une section à Paris dès les années 1880. Donc, c'est l'histoire, et on en a une encore maintenant. C'est la délégation François Ier qui relève de la section du J. Duvernay que notre ami Yves Saint-Denis préside. Eh bien, en nous penchant sur la vie et l'action nationale d'une quinzaine de présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste, eh bien, nous allons avoir l'occasion de mieux comprendre le développement de ce patriotisme. Parce que le patriotisme, il ne date pas uniquement de la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le patriotisme, on était patriote avant qu'on connaisse le sens du mot. Il y a toujours eu des patriotes, il y a toujours eu des gens qui ont défendu la Nouvelle-France, le Canada, le Bas-Canada. Il y a toujours eu des gens qui se sont... Dès 1764, on envoie des délégués, puis on fait savoir au roi d'Angleterre que si on veut bien suivre ces lois, mais il faudrait d'abord les comprendre lorsqu'on nous en parle.
Donc, c'est une défense du fait français. Hein. Chez nous, le patriotisme est toujours identifié à la langue française. Ce n'est pas pour rien que Stéphane Dion, et heureusement avec M. Harper, s'occupe moins de ces choses-là, M. Dion, qui avait étudié beaucoup par le Conseil d'unité canadienne, qui a procédé à des centaines, voire des milliers de sondages sur le peuple québécois, sait très bien, Ottawa sait très bien, mieux que nous, semble-t-il, que si les Québécois étaient convaincus de la nécessité de faire l'indépendance pour protéger la langue française, ils voteraient oui à 80 %. Ce sont des chiffres d'Ottawa. On aurait intérêt à s'en servir. Et moi, pour en avoir, je dirais très humblement, là, mais glisser quelques mots à plusieurs de nos chefs depuis une quarantaine d'années, on peut dire que tous nos chefs ont toujours été un peu réticents à brandir la question de la langue. Il faut dire que, et c'était souligné dès les fondateurs de la Saint-Jean-Baptiste, que l'environnement médiatique, que celui d'aujourd'hui d'ailleurs supporte bien la comparaison avec celle du temps des Patriotes, quand Duvernay fonde la Saint-Baptiste et qui fonde ses journaux, La Minerve, avec Augustin Norbert-Morin, puis la Gazette de Trois-Rivières et beaucoup d'autres journaux, ce qu'il essaie de faire, c'est de combattre le monopole des médias qui appartenaient à ce moment-là à la clique du château, des bureaucrates, et ainsi de suite. Donc, il y avait des patriotes bien avant ce qu'on appelle l'époque patriote. L'époque patriote, si on veut mettre une date à côté d'elle, de sa naissance, et qui soit une date qui rassemblerait tout le monde, il faut prendre la fondation, entre guillemets, je dis bien, du Parti patriote, en 1827. En 1827, les candidats vont se présenter sous la bannière d'un parti politique qu'on va appeler le Parti patriote. Donc là, on a une date objective où tout ce qui vient après 1827, eh bien, ce sont des députés du Parti patriote, le programme du Parti patriote, le drapeau du Parti patriote. On peut dire ça à compter de 1827. Mais le patriotisme actif, quant à moi, la période patriote, elle commence dès 1792. C'est-à-dire dès la première élection. Vous savez, quand on regarde l'histoire des régimes constitutionnels que nous avons subis, que nous avons vécu, on devrait dire que nous avons subis, eh bien, on regarde après la session, j'insiste pas, vous savez pourquoi je ne parle pas de conquête, il n'y a pas eu de conquête, il y a eu de session. Donc, après la cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre, eh bien, là, il y a pendant un bout de temps un régime militaire, là, puis une proclamation royale, puis un régime militaire où on nous dit très sévèrement, vous rendez les armes, vous avez tant de jours pour le faire. Ceux qui veulent retourner en France, vous avez 2-3 ans. Si vous voulez occuper une fonction dans l'administration de la colonie, il faudra procéder au serment du test, c'est-à-dire renier votre foi. C'était impensable. Tout à fait impensable. Nous vivions non pas dans une société religieuse, ce serait exagéré de dire que la société était religieuse, mais la religion avait une telle importance chez notre peuple que c'était lui demander de se renier lui-même. Ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Quelques-uns l'ont fait, mais ce que de façon très générale, les nôtres n'ont pas fait. Mais très rapidement, les Anglais se sont rendus compte qu'il était nécessaire que les Canadiens français participent à la vie de la colonie, s'impliquent davantage, y compris pour défendre le territoire. Parce que là, l'indépendance américaine commence à se lever à côté, puis les indépendantistes américains envoient ici à Montréal celui qui va faire le premier journal, la Gazette, Fleury de Meuplay, un ami de Franklin. Ensuite, les provinces, les États américains réunis dans leur fameuse grande réunion de congrès votent des résolutions demandant aux Canadiens français de se joindre à eux pour mettre l'Angleterre dehors et faire la République. Ils vont même plus loin que ça, ils vont envahir le territoire.
vont envahir Montréal, ils vont gagner, ils vont s'installer un peu partout, rencontrant très peu de résistance. Et là, l'Angleterre va tenter par tous les moyens de s'accaparer de l'aide des Canadiens français pour repousser les Américains. Sinon, la colonie est foutue, elle va tomber. Donc, ils vont faire venir des Allemands. Ils vont faire venir des Allemands, des anciens soldats de Napoléon, qui s'étaient battus pour Napoléon contre la coalition européenne, qui avaient été faits prisonniers. Puis on leur a dit, si vous acceptez d'aller vous battre en Amérique du Nord, eh bien, vous serez libre par la suite. Et ils avaient obtenu, oui, à condition que jamais nous nous battions contre des troupes de Napoléon. C'était la seule condition. Mais ils sont venus ici 10-15 000. L'hiver 1774, à Québec, les habitants de la ville de Québec sont obligés de leur bûcher 2000 cordes de bois. Parce que c'est nous, c'était à nos frais. C'est nous qui devions entretenir cette soldatesque, si on veut dire. Donc, l'évêque, les autorités religieuses, en vertu de leur pensée, de leur philosophie, mais aussi avec un certain intérêt politique afin de protéger la majorité, eh bien, a appelé à la soumission. Il fallait soumettre l'ordre établi, c'était l'Angleterre, c'est notre souverain. Il fallait défendre le territoire et l'aider à se débarrasser des envahisseurs. Ce qui a été suivi, mais avec plus ou moins de succès. Quand on va dans la région, là, dans le bout de Bellechasse, là, écoutez, ils pendaient les hommes qui refusaient de s'enrôler à l'entrée des villages, qui laissaient là 3 semaines, 1 mois, pour montrer au peuple qu'il fallait absolument obéir. Il n'y avait pas foule, hein. Je pense qu'il avait commencé par des volontaires, puis après 1 an, il en avait recruté 15 dans toute la province. Donc, il n'y avait pas de... Donc, l'Angleterre va tenter de nous séduire avec l'acte de Québec de 1774, reconnaissant les droits du français, la liberté de pratiquer le catholicisme, et ainsi de suite. Donc là, ça se précise, c'est pour l'école nationaliste, je pense à M. Anger, Chanoine Groux, Père Arès, Rosaire Morin, pour cette école nationaliste de l'Action nationale, l'acte de Québec de 1774, c'est le fondement de nos droits. Ce qui est juste, d'ailleurs. Non, après, 1774, l'acte de Québec. La session date de 1763 quand c'est finalisé. Mais 10 ans après, il y a l'acte de Québec, puis là, on reconnaît aux Canadiens le droit de pratiquer la religion, le droit de parler leur langue et le droit d'avoir leur loi française. Pourquoi aujourd'hui on a une loi différente du reste du Canada? C'est à cause de l'acte de Québec. C'est un bienfait de Londres pour nous amadouer. On nous a attribué ces libertés-là. Je vous rappelle qu'assister à la messe en Angleterre était passible de la peine de mort, même si on était reine d'Angleterre. Donc on ne riait pas de la religion à ce moment-là. C'était très... Donc en faisant ça ici, c'était vraiment pour eux une concession extraordinaire, mais une concession dictée par l'intérêt. Vous l'auriez compris, hein? L'intérêt, c'était de faire peur un peu aux Américains, parce que les Américains eux-mêmes savaient que les Canadiens français connaissaient ce terrain-là. Ça fait des siècles qu'on se côtoyait, qu'on se voisinait, puis il y avait ici des alliés via certains groupes de philosophie, si on peut dire, et ainsi de suite. Mais cela n'arrêtera pas là, c'est-à-dire que beaucoup de loyalistes vont quitter les États-Unis, on sera peuplé de ces gens-là. D'ailleurs, les cantons, ce qu'on a appelé les cantons de l'Est longtemps, l'Estrie maintenant, il ne faut jamais oublier que les grandes résidences anglophones qui sont là ont été construites par une plèbe de maçons et de travailleurs canadiens-français qui, sous la menace du fusil, devaient travailler 12 heures par jour pour construire ces belles maisons en pierre que nous regardons encore aujourd'hui et qui sont habitées maintenant par beaucoup des nôtres. Mais on a peu insisté sur cet aspect que je vous mentionne. On obligeait nos gens à bâtir les maisons de ces loyalistes, de les accueillir, de leur construire des villages et ainsi de suite.
Mais ces loyalistes avaient aussi une sensibilité parlementaire. Ils étaient habitués aux institutions britanniques. Donc, une fois rendus ici, beaucoup d'entre eux vont se plaindre et vont souhaiter un certain régime politique. C'est pour ça qu'en 1791, Londres va redessiner la carte. C'est là qu'on va perdre d'ailleurs nos amis de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Est ontarien, qui vont passer au Haut-Canada, mais c'est vraiment, je disais cet après-midi, des terres de la Nouvelle-Longueuil, et ainsi de suite. Il pourrait même y avoir encore des différences sur un certain niveau de la frontière, tellement c'était fait de façon arbitraire et non pas en respect des intérêts de tout le monde. Donc, peu importe. Avec cette constitution de 1791 qu'on appelle l'acte constitutionnel, et qu'on devrait plutôt appeler par son nom le Constitutional Act, parce que c'est une loi anglaise du Parlement britannique, il n'y a rien de français là-dedans. Et par cette nouvelle constitution, on appelle des élections. Il y a un gouverneur avec ses conseils nommés par lui, et je dis bien ses conseils, et lui-même, peuvent mettre un veto sur toutes les lois votées par une chambre d'assemblée où il y a des députés. Et là, les Canadiens français sont majoritaires, à 80-90%. Cependant, cette assemblée-là n'a pas de pouvoir. Puis dès la première réunion, le premier sujet de rencontre du Parlement, les femmes votent cette année-là, parce que c'est la propriété terrienne qui donne le droit de vote. Il y a donc des seigneuresses qui vont voter, et ensuite elles vont perdre ce vote-là qui ne reviendra qu'en 1940 avec Adélard Debout. Et toujours est-il que dès la première réunion du Parlement, d'ailleurs quand il nous montre le salon bleu aux questions tous les soirs, là, le tableau que l'on voit en arrière, c'est ça qu'il représente. Je pense que c'est M. Huot qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il représente? Lors du premier débat, les francophones ont voulu élire quelqu'un qui parlait français, qui parlait aussi anglais, ça ne les dérangeait pas, mais qui parlait français. Les Anglais ne voulaient pas. Puis là, va éclater le premier débat, les Québécois vont gagner, ça va être M. Panet, et ainsi de suite. Et là, la chicane ne va pas venir, ça n'arrêtera jamais. Et pourquoi je vous parle de 1791-1792? C'est le berceau du patriotisme. Va apparaître pour la première fois dans notre histoire ce qu'on va appeler le Parti canadien, qui est l'ancêtre du Parti québécois. Parti canadien, en 1800, ça veut dire Parti canadien français. C'est ça que ça veut dire. Parti libéral. Comment? Le Parti libéral. Le Parti patriote est devenu Parti libéral. Ah oui, par la suite, les rouges. Oui. Donc, quand le Parti canadien apparaît en 1792, et là, c'est intéressant parce que ça va changer avec les années. Le groupe le plus radical en termes de revendication pour les Canadiens français, les catholiques, notre groupe national, c'est à Québec qu'il se trouve, avec M. Bédard, M. John Nielsen. Ce sont les radicaux les plus avancés, alors que même nos élus de Montréal se traînent un peu la patte à ce moment-là. Même s'ils sont des réformistes, qu'ils demandent des changements, c'est à Québec que ça se passe. Il y aura un transfert de ça. C'est Louis-Joseph Papineau et son groupe qui vont faire en sorte que Montréal devienne le centre de l'activité patriotique, si on peut dire, et que ce soit le lieu de gestation de ses principaux chefs. Donc, l'époque des patriotes commence avec le Parti canadien. C'est-à-dire qu'il y a une revendication qui va apparaître à ce moment-là. Et Bédard, dont vous parlez, est emprisonné quelques années plus tard. Il fonde le Canadien en 1808. On le fout en prison. Absolument. Et on va rejoindre notre Vigée ce soir parce que le premier emploi de Jacques Vigée, c'est qu'il est journaliste au Canadien en 1808, quelques mois, quelques années, parce qu'on va sur les dates 1806-1808, à la fondation du Canadien, qui est le premier journal patriote, et que Lugé Duvernay et qu'Augustin Robert Morin reprendront sur une forme montréalaise en 1827 qu'on appelle la Minerve. Mais c'est aussi, et ça c'est une des constantes de l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste,
et de ses présidents et de son action, c'est l'action d'imprimer, d'écriture, je dirais de propagande, d'éducation. D'ailleurs, quand J. Duvernay, c'est lui qui choisit la devise de la Saint-Jean-Baptiste, que les gens mêlent souvent. Il y en a qui disent notre langue, nos institutions, nos droits. Non, ça, c'est la Saint-Jean-Baptiste de Québec. La Saint-Jean-Baptiste de Montréal, c'est rendre le peuple meilleur. Et comment rend-on le peuple meilleur? En l'éduquant. C'est la pensée de base des patriotes, d'ailleurs. Ceux qui suivent souvent mes conférences savent que j'ai mon opinion sur la source de cette pensée révolutionnaire, au vrai sens du terme. Mais on va voir que c'est complété par de grands hommes d'Église comme M. Bourgette, Monseigneur Bourgette, pour qui c'était science et piété. Mais beaucoup la science. On va voir ce soir, d'ailleurs, quel rôle magistral il a joué dans tout ce mouvement-là. Donc, quand le Parti patriote qui apparaît en 1827, mais donc vous voyez les racines depuis 35 ans en arrière, là, que ça se prépare, que les Canadiens considèrent de plus en plus qu'ils sont victimes de discrimination dans leur propre pays. Ils vont s'inspirer très largement de combats qui se mènent à l'étranger. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Mais on sait que dans les années 1830, on se bat en Pologne, qu'on se bat en Irlande, qu'on se bat dans les rues de Paris. Ces idées révolutionnaires vont se répandre ici. D'ailleurs, c'est les patriotes, quand on parle des patriotes, on parle des chefs de 37-38, si on peut dire. Mais vous voyez maintenant qu'on peut commencer là, vers 1820, 1825, puis d'aller jusqu'à 1850. Ça, c'est la génération des patriotes. C'est notre première génération de gens instruits. C'est les premiers. Ils sortent des collèges, ils ont tous lu des livres plus ou moins permis. Puis dans nos collèges, vous savez, ils s'enseignaient de beaucoup plus de choses qu'on ne peut même l'entrevoir aujourd'hui. On avait des grands savants dans ces collèges-là, des professeurs là, éminents, puis certains audacieux. Au séminaire de Saint-Hyacinthe, c'était aujourd'hui, on dirait quasiment que c'était une chapelle rouge là-bas. Là. C'était très, très, très avancé. En philosophie, on n'enseignait pas saint Thomas d'Aquin, on enseignait Descartes, ce qui était le premier philosophe qui écrit en français. Là. C'est le latin qui est à la mode dans ce temps-là. Puis Descartes, lui, écrit en français, discours sur la méthode. Puis ici, on enseigne discours sur la méthode. Dans plusieurs de nos collèges. Puis nos collèges, vous savez, si aujourd'hui le Québec peut se targuer encore, malgré d'énormes difficultés, on peut se targuer d'avoir un bon système d'éducation, on oublie trop souvent que tous ces collèges classiques là, qui apparaissent de bonne heure, là, qui apparaissent de bonne heure au tout début du 19e siècle, hein, que ce soit le séminaire de Québec, c'est entendu, c'est du temps des Jésuites, donc c'est du temps de Monseigneur Laval, donc c'est du temps de la Nouvelle-France. Mais dans les années 1800, à Nicolette, 1810, 1920, 1850, à Joliette, à Rigaud, à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe, vont apparaître des lieux de pensée fréquentés, tenus par le clergé, bien sûr. Ceux qui veulent devenir prêtres font le cours au complet. Ceux qui ne veulent pas aller au sacerdoce, terminent après la rhétorique, après la 11e année. Puis là, ils s'en vont, un qui chez un notaire, qui chez un médecin, qui chez un avocat. Il va faire sa cléricature ou son internat. Pendant 3-4 ans d'apprentissage, c'était comme ça que les choses se faisaient. Puis à la fin de l'apprentissage, il passait comme une espèce d'examen devant un comité d'un barreau pour les avocats, puis devant un groupe de médecins pour les docteurs. C'était comme ça. C'était vrai dans plusieurs domaines. Donc l'importance de l'éducation est un des dogmes de ces patriotes-là. Et la liberté, parce que Gérard avait bien raison de le signaler, les patriotes, ce sont les fondateurs du libéralisme. Libéralisme qui veut dire la philosophie des libertés. Liberté de parole, liberté de religion, liberté d'association,
c'est toute la philosophie des droits de l'homme que l'on trouve dans la Déclaration d'indépendance américaine, que l'on trouve dans la Déclaration française. C'est une pensée révolutionnaire selon laquelle la souveraineté appartient au peuple. Quand je dis aux gens, pourquoi préférez-vous, vous, le mot indépendance au mot souveraineté? Eh bien, j'ai toujours dit qu'au-delà de raisons d'esthétisme rhétorique, pourrait-on dire, il y a pour moi quelque chose de fondamental. La souveraineté, ça vient du souverain. La souveraineté, c'est le pouvoir qu'avaient les rois qu'ont voulu se donner le peuple. Alors, donc, c'est un héritage de la monarchie. On ne parlerait pas de souveraineté si ce n'avait pas été la qualité des rois. Donc, avec le mot indépendance, qui est moins politique, moins conceptuel, plus politique comme expression, c'est plus clair, c'est plus... il n'y a pas de doute. Donc, j'ai toujours préféré ce terme-là pour celui-là, mais je suis capable de comprendre que si l'emploi du mot souveraineté nous apporte 7, 9 ou 11% du vote de plus, puis s'il ajoute d'autres choses, après, on va chercher un autre 6, 7%, ce n'est pas moi qui va m'en offusquer. Donc, cette pensée révolutionnaire qui est celle des patriotes, parce que quand les patriotes commencent à dire qu'ils veulent la souveraineté du peuple, cette pensée de souveraineté du peuple est condamnée par l'Église. Le peuple n'est pas souverain. Il faudra attendre Léon XIII, 1890, pour que l'Église reconnaisse la République et pour que l'Église reconnaisse la démocratie, et ça veut dire la majorité des votes, et que l'Église reconnaisse la souveraineté du peuple. C'était contraire à son magistère à cette époque-là. Donc, quand les patriotes commencent à dire qu'ils veulent la souveraineté du peuple, ça commence ici un peu à s'énerver. Parce que les Anglais, même s'ils furent les premiers régicides, c'est les Anglais les premiers qui vont décapiter leur roi, le roi Charles de quelque chose. Eh bien, ne se souviendront que de Louis XVI dans les années 1790, et ils vont oublier que les premiers qui auront rompu ce pacte social, si on peut dire, c'était les Anglais eux-mêmes. Donc, ces idées révolutionnaires circulent ici dans nos collèges. On a développé petit à petit une petite classe d'affaires, qu'on dirait aujourd'hui, là, mais dans ma bouche sans aucun préjugé, une petite bourgeoisie, des médecins, des avocats, des petits commerçants qui vont aller en grossissant. Et cela va développer chez nous un certain éveil dans la philosophie politique au niveau du libéralisme. Et c'est pour ça que petit à petit, on va voir apparaître un peu partout une revendication politique de plus en plus agressive. Et le terme agressif est le bon terme, ça va finir par les armes. Mais ça commence petit à petit, les gens décrient la situation, trouvent ça insupportable. Les élections voient très bien, et ça c'est comme le référendum de 95, hein, une des premières constatations des patriotes, c'est de dire on se fait voler les élections. Puis malgré toutes les tentatives, on réussit à faire élire notre monde. Mais ce sont des élections, dans ce temps-là, les élections, ils durent une semaine, des fois 2 semaines. Le bureau de vote reste ouvert tant et aussi longtemps qu'on n'a pas resté 1 heure sans qu'un électeur se présente. Puis là, ben, quand tu savais que tu étais gagnant dans ta boîte, après ça, tu ne laissais plus rentrer personne. Fait qu'ils les battaient, des fois, ils les tuaient au coin de la rue, pas qu'ils viennent voter. C'est l'histoire d'Angleterre, il faut connaître. L'histoire d'Angleterre, c'est rempli de ça. La vol, des corruptions d'élections. Les autres, ils se volent des élections, puis celui qui réussit à voler le plus fort, les autres applaudissent. Je vous le dis, ça fait partie de la culture anglo-saxonne, la culture britannique. Tu m'as battu, tu m'as joué, tu étais meilleur que moi, mais tu sais, et le vol fait partie intégrante. Regardez le vol de 95, là. C'est rien, c'est un honneur pour eux autres. Je suis certain, moi, que un jour, on découvrira des films de vidéos, là, où des gens qui ont organisé ce vol-là sont félicités puis décorés. Regardez,
ils font moins de temps que les pères de famille qui volent du fromage chez Provigo. Guité, là, pas resté longtemps, là. Puis ils ont toutes fait, vous remarquerez, là, ils ont toutes fait faillite. Pourquoi vous pensez? Pensez-vous qu'ils ont tous mangé leur argent dans leur bouche? L'argent est caché. L'argent est caché ailleurs, ou caché sur d'autres noms, ce que vous voulez. Ils font faillite non plus. Puis ils attendent leur juge. Soyez pas inquiets. Au début, ça fait de la poussière, là, les premières fois qu'on passe en cours, là, ça fait de la poussière. Quand on a des bons avocats, puis ils en ont, ces gens-là, ils vont voir l'horaire des juges avant de descendre dans la salle encore. Puis quand ils demandent quand est-ce que vous êtes libre après une date, ils vont dire le 28 mars. Le 28 mars, le juge Intel, c'est lui qui siège là. Puis ça donne que 82 des juges qui règnent au Québec ont été nommés personnellement par Jean Chrétien. Ça ne doit pas nuire. Pour ça, j'ai toujours dit, dans un Québec indépendant, une des premières choses qu'on devrait faire, c'est une école de la magistrature. On devrait apprendre à être juge comme on apprend à être boucher, qu'on apprend à être vétérinaire, qu'on apprend à être chirurgien. Il y a il y a des écoles de magistrature. Donc, au lieu d'être le fruit de nominations politiques, regardez, même Jean Charest, là, je vous l'avais dit avant les fêtes, il n'y a pas aucun média qui a relevé ça. Les libéraux ont nommé 36 nouveaux juges au Québec. 33 sont des souscripteurs du Parti libéral. Ces gens-là, ils se retrouvent sur des bancs tantôt, là. C'est pas eux autres qui vont fesser à grands coups sur leurs amis et leurs alliés. Donc, quand les patriotes précisent leurs revendications, ils ont un programme politique qui s'appelle les 92 résolutions, ils ont des députés, ils ont des journaux, le Canadien à Québec, la Minerve à Montréal et d'autres dans différentes régions. Et là, il y a un jeune homme, il a 35 ans, Ludger Duvernay, qui a une idée. Où prend-il cette idée? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore avec précision. Ce que l'on sait cependant, c'est qu'au mois de mars 1834, il fonde une société secrète. L'association s'appelle « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Une société secrète fondée à Montréal. Puis les fondateurs de ça, c'est Ludger Duvernay, Georges-Étienne Cartier et Louis-Victor Sicotte. Louis-Victor Sicotte, là, on devrait le connaître, cet homme-là. On devrait faire des films sur cet homme-là. Il était premier ministre du Canada, cet homme-là. Personne n'en parle. Il était premier ministre du Canada dans le Canada uni. C'était un indépendantiste québécois d'une clarté et d'une fermeté absolue. Il a même démissionné comme premier ministre parce qu'on était en train de se faire avoir dans une patente. Et là, lui, à l'âge de 17-18 ans, avec Ludger Duvernay, il fonde la société secrète « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et l'objectif de cette société secrète, c'est de faire en sorte que le peuple canadien-français soit habité d'un sentiment national qui le conduise à toutes les audaces. C'est ça leur objectif. Puis toutes les audaces, c'est assez large. Et où Duvernay prend-il l'idée? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une société en France qui s'appelle « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Une société révolutionnaire des années 1830. C'est comme des clubs qui appellent ça. Ça va me revenir là. Si vous avez vu le film de la Révolution française des années Lumière et des années sombres, je ne me souviens pas là. À un moment donné, ils vont dire, on va voir Marat puis Robespierre, on va les voir parler chez les Cordeliers. C'est toutes des loges maçonniques. Ils se réunissaient, puis là, ils faisaient des discours, puis là, ils disaient, bon, on va défendre tel et tel point de vue. Eh bien, Ludger Duvernay s'est approprié de cette idée-là. Où prend-il ça? Ludger Duvernay, c'est un petit gars qui naît... C'est quelqu'un qui naît à Varennes, Contrecoeur, à Varennes, en 1799, et dès l'âge de 14 ans, grâce aux pressions de sa mère, il s'en vient à Montréal, puis il devient apprenti chez un imprimeur. Il fait un des rares journaux canadiens-français de ce temps-là, Le Spectateur, sur la rue Saint-Jacques. Il y a un excellent restaurant là, qui s'appelle La Vieille France.
C'est au-dessus de la vieille France. C'est là que Duvernay commence. Et là, ce qui est important de souligner, c'est que l'imprimerie, un imprimeur, à ce moment-là, c'est un maître imprimeur. Hein. Aujourd'hui, on a perdu le sens de ces mots-là. Comme il y avait des maîtres maçons, puis des maîtres charpentiers, bon, c'était des maîtres, c'était lorsque tu étais maçon, lorsque tu étais imprimeur, tu avais pendant des années et des années appris à travailler auprès d'un maître imprimeur qui t'a transmis son métier. C'était pas comme aujourd'hui, là, il n'y a pas de rotative, il n'y a pas... Les mots s'écrivent lettre par lettre, qu'on met dans qui deviendra la fonction de typographe par la suite, et ainsi de suite. Luigi Duvernay, c'est ça qu'il est. Il commence à apprendre le métier de faiseur de journaux aux spectateurs sur la rue Saint-Jacques, et à l'âge de 17 ans, il s'en va à Trois-Rivières, et il devient chef des pompiers, inspecteur des chemins, puis il fonde 3 journaux. C'est Pierre Pellado des Patriotes, Luigi Duvernay. Donc, il fonde la Gazette de Trois-Rivières, qui est le premier journal de Trois-Rivières, le Journal de Trois-Rivières et un autre. Puis après quelques années, il s'en vient à Montréal. Mais ça, pourquoi j'insiste sur sa formation en imprimerie? Ces corporations de métiers, comme les maçons, les imprimeurs, ont un vocabulaire très ésotérique. Hein? Écoutez, vous savez, l'invention de l'imprimerie, là, c'est... dans une certaine mesure, c'est plus important que l'invention de la bombe atomique. La bombe atomique, c'est final de suite. L'imprimerie, ça continue, ça fait des siècles, puis je veux dire, c'est une révolution, Gutenberg, c'est une révolution extraordinaire, le monde de l'imprimerie. Et le génie de Duvernay, on peut vraiment parler de génie, le génie de Duvernay, c'est d'avoir compris qu'avec un organisme voué à éduquer le peuple en servant de tous ces moyens de communication-là, on donnerait au mouvement un élan nouveau. Et ce que fait-il? Il remarque que depuis toujours, les Canadiens, on s'appelait comme ça, les Canadiens, ce qui veut dire Canadiens français, les Canadiens célébraient la nuit de la Saint-Jean. Partout, depuis toujours. Un feu de joie, des feux des 2 bords du fleuve. Les feux étaient des moyens de communication dans ce temps-là. On ne faisait pas des feux à Saint-Jean. Quand il y avait un mort, quand il y avait une naissance. 7 coups de boucan, c'était une femme qui était morte. 8 coups, c'était un homme. 4 coups, un bébé. Plus que 11, c'était une naissance et non pas une mort. Donc on communiquait avec les... Mais le soir de la nuit de la Saint-Jean, c'était vraiment la fête de la lumière que nos ancêtres avaient dans leur bagage. Puis ils ont continué à faire ça. Et d'ailleurs, moi, si j'étais, on ne peut pas s'occuper de tout, là, mais moi, je protesterais vigoureusement contre le ministre Bachand, là, qui a enlevé le 2 janvier comme journée fériée. Là. Ça, c'est du racisme contre nous. Ça fait partie de nous depuis toujours. Moi, je me rappelle, j'ai toujours eu autour de nous des gens qui travaillaient à Ottawa pour le fédéral, là, puis ils ne l'avaient pas le 2 janvier. Il y a juste au Québec qu'on avait le 2 janvier. Ça fait partie de, je dirais au Canada français, mais ça fait partie de nos traditions. Nous autres, on fête le 31 décembre et on fêtait aussi le 1er janvier, puis le lendemain, on ne travaillait pas. C'était comme ça, mais c'était la seule province. Eux autres, ils travaillaient cette journée-là, mais il y avait un congé de Civic Day au mois d'août, que nous n'avions pas. Donc c'était... Et là, on vient pour plaire à l'Ontario encore. Là. Vous allez voir, c'est pas la seule fois. Là, ils ont passé une dizaine qu'on ne savait pas des règlements pour nous égaliser avec les autres provinces. Donc, le kilométrage qui est monté à 105, là. Parce que les autres provinces, c'est 105. Ils ont dit, pour nous ajuster avec le reste du Canada, moi, je veux rien contre le reste du Canada, mais là, c'est comme, ça doit être Charest qui ont se donné des ordres. Entendez-vous, puis ajuster, faire pareil partout, et ainsi de suite. Donc, le génie de Duvernay, c'est de créer une fête. Je vous le rappelle, jusqu'à ce moment-là, on ne fête pas le 24 juin. On fête la nuit de la Saint-Jean. Mais le 24 juin, c'est aussi la fête de Saint-Jean-Baptiste. Mais vous savez, on fête la nuit la plus longue, le solstice. Donc, son génie à lui,
c'est de prendre la fête de la Saint-Jean-Baptiste puis de lui donner un caractère national. Et pourquoi? Pour aider Papineau, pour aider le mouvement patriote, pour alimenter la fierté. Puis on fait quoi? On se donne une symbolique, on choisit la feuille d'érable. 90% des érables du Canada poussent au Québec ou dans les régions canadiennes françaises autour de nous. Il n'y en a pas ailleurs. Il y en a des érables perdus en quelque bois. 90% des érables poussent dans l'aire francophone de l'Amérique du Nord. C'est comme ça. L'autre 10%, c'est à Vermont, au Vermont. Au Vermont. Puis le castor. Le castor, je vais y revenir tantôt. Là, je cherche l'origine du castor. Aidez-moi. Je cherche d'où ça vient, le castor. Pourquoi le castor? Où est-ce qu'on a pris ça? Je sais parce qu'il est travaillant, parce qu'il est faible. Certains diraient, en tout cas, pour toutes sortes de raisons, mais il y a d'autres choses derrière ça qu'il faut trouver. Là. Le castor, vous allez voir pourquoi je vous en parle, parce que c'est lié à Jacques Vigée. Je vais vous le dire tout de suite parce que je ne peux pas me retenir. Si vous regardez le drapeau de Montréal, il y a 4 signes dessus. 3 fleurs et une bébête. Non, c'est fait qu'on n'a pas une fleur, on a une bébête. Alors qu'il y a le chardon, puis il y a le trèfle, puis il y a la rose, est-ce que je me trompe? C'est ça. L'autre, c'est une bébête. Ça veut dire qu'on n'avait pas de fleurs. Pourquoi pas un fleur de lys? À cette époque-là, ça ne l'était pas. Peut-être, on est en 1833. Puis on parle de quelqu'un d'intelligent, là. Il prend 3 fleurs, puis un animal. Pourquoi pas prendre une 4e fleur? Je vous le dis, ça détonne. On y reviendra. Il y en avait sur toutes les rivières. On peut se pas. Ah, il y en avait partout, mais c'est pas une fleur. Les autres, c'est des fleurs. On se fait qu'il y a 3 fleurs, puis une bébête. Alors que Chapelot nous fait une description épouvantable. Oui, les 3 autres, c'est Quand on va en faire, probablement. Donc, on n'a pas la réponse. moi, je savais que dans le temps de Laurentide, quand j'étais jeune, à l'âge de 15 ans, 16 ans, je travaillais dans les camps de pêche. Les dames de castor, on les faisait, ça empêchait le poisson de monter, puis c'était une peste. Ah oui, oui, oui. On tuait pas les castors. On y reviendra quand on parlera de Chapelot et de Louis Riel. Les castors, c'est aussi le nom des conservateurs catholiques. Chapelot fait un texte historique. Qu'est-ce qu'un castor? Il parle de petites bébites sales qui puent, puis tout le monde veut se débarrasser. Donc, Duvernay, avec son idée de génie, décide donc en mars de faire une activité en juin. On reparlera des détails tout à l'heure, mais disons qu'il réunit une 50aine, 60 convives, parmi les éléments les plus instruits de la société, les esprits les plus avancés. On fait ça dans le jardin d'un Irlandais, sur les lieux de l'actuel Centre Bell, plus exactement sur l'ancienne gare le Windsor en arrière, oui. Et il y a une plaque d'ailleurs qui le rappelle. Et là, il veut donc aider Papineau, il veut donc continuer sur le plan populaire l'action parlementaire du Parti patriote à Québec, il veut donc continuer l'action des journaux patriotiques qu'il dirige. Duvernay, c'est un des chefs du mouvement patriotique. Il fait de la prison 5-6 fois. Il traite le gouverneur et ses conseillers de nuisance publique. Il le met en prison. Papineau puis 10 000 personnes l'attendent à la porte de la prison puis l'amènent chez lui, ça lui bon secours. Il devient... Papineau demeure sur le bon secours, mais dans les bureaux de Duvernay qui sont dans le Vieux-Montréal, tout autour de ça. À ce moment-là, c'est la rue Notre-Dame qui est la rue des Affaires. C'est la rue la plus large de la ville. C'est la seule rue où va apparaître des lampadaires un petit peu. Puis pas tout de suite. Puis c'est la rue du commerce de détail. Les autres autour, c'est le commerce en gros. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepôts dans le Vieux-Montréal. Et ainsi de suite. La rue Notre-Dame, c'était les particuliers, les magasins. M. Favre aura sa librairie là. Et ainsi de suite. Et là, Duvernay décide donc de faire un banquet le 24 juin pour fonder son association. Une fondation autour d'un banquet, c'était pas commun. On en trouve. Je fais juste les mentionner, je ne peux pas dire plus. Les grandes loges maçonniques d'Écosse, d'Angleterre, de France, du Portugal, d'Espagne et d'Allemagne sont toutes créées un 24 juin. Un 24 juin, on fait un banquet, on crée une loge maçonnique, on prend 10, 20, 15 toasts des santés à la République, à la liberté,
prend-il cela? Certaines influences, il y en aurait d'autres d'ailleurs, il y en aurait d'autres, mais j'insiste pas là-dessus ce soir, on pourra y revenir, mais là je donne l'ensemble de l'affaire. Et pour donner du prestige à son association, à son activité, il va chercher le maire de Montréal. Le premier président de la Saint-Jean-Baptiste, en réalité, c'est celui qui va présider le banquet du 24 juin 1834, c'est le commandeur Jacques Vigée. Maire de Montréal. Premier maire de Montréal. C'est pas rien. Ça veut dire que la Société Saint-Jean-Baptiste, dès sa fondation, est incrustée dans l'activité montréalaise et dans l'activité municipale. Elle verra jusqu'en 1980. Pas longtemps, ça, mais pour moi, il me semble que ça pas longtemps. Mais jusqu'en 1980, elle verra de ses dirigeants siéger au Conseil de ville. Plusieurs de ses présidents ont été maires de Montréal. Jacques Vigée lui-même, Charles Duquette, Joseph Bourret, Hormidas Laporte, ont été des présidents de la Société qui ont été maires de Montréal. Jean Drapeau a été vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste pendant longtemps. Et moi, quand je suis arrivé à la Saint-Jean-Baptiste, siégeait encore Paul-Émile Robert, qui a longtemps été échevin au conseil municipal. Mais ce serait la même chose pour Dollard Mathieu, pour M. Vezeau, Lionel Vezeau. Ce serait la même chose pour Léon Trépanier, qui est au conseil de ville 20-25 ans. On pourrait remonter comme ça, là, Victor Morin. Là. On s'est toujours intéressé aux affaires municipales. La Saint-Jean-Baptiste a d'abord été une affaire montréalaise. Et ce qui a fait le succès des Saint-Jean-Baptiste partout ailleurs, c'est qu'elles ont été des affaires de chez elles. La Saint-Jean-Baptiste de Joliette, de Valleyfield, d'Ottawa, c'était incrusté dans leur milieu, toujours. Et donc, il va chercher le maire de Montréal. Montréal est devenu une ville en 1833. Il y avait des élections de commissaires avant, depuis toujours, mais elle devient une ville en 1833. Et celui qui est nommé maire, qui est élu maire la première fois, Jacques Vigée, eh bien, Jacques Vigée, il avait été président d'élection des 7-8 dernières élections, dans des élections municipales que des élections à l'Assemblée de Québec. C'était un homme respecté. C'était un chercheur. Il est né à Montréal en 1787. Il est donc de la génération de Papineau et un peu plus vieux, d'une douzaine d'années, que celle de Duvernay. Donc, il fait ses études au Collège de Montréal. Le Collège de Montréal est à ce moment-là à la place Jacques-Cartier actuelle. Il va changer de place 2-3 fois, le Collège de Montréal. Mais à ce moment-là, il est, lorsqu'il y a la colonne Nelson, nous dit-on, dans les livres. Donc, il fait son cours là, et dès l'âge de 20 ans, il se marie. Il se marie pas avec n'importe qui. Il se marie avec la fille du chevalier de la Corne. Je pourrais vous raconter l'histoire du chevalier de la Corne, mais ça serait trop long. Quand on parle dans les Laurentides de Sainte-Sophie, c'est la paroisse Sainte-Sophie de la Corne. La Corne, c'est un chevalier français qu'on a appelé le chef des Indiens, mais qui était un homme qui a joué un rôle extraordinaire dans les dernières années du régime français, et qui même en 1764 va être envoyé par les nôtres à Londres et à Paris défendre nos droits. C'était un grand personnage, le chevalier de la Corne. Il avait eu 3 filles, et ses filles avaient marié 2 officiers britanniques. Cela se fait souvent, hein? Dans ce qu'on a appelé notre noblesse, là, elle va s'angliciser dans les 25-30 années suivant la session de 1760. Les chevaliers là, et les seigneurs vont courir pour que leurs filles marient les officiers anglais. C'était la grande mode à ce moment-là. Et donc, Jacques Vigée va marier une des filles du chevalier de la Corne, qui était la veuve de l'officier Lennox.
Je vous mentionne ça parce qu'elle avait fait le tour du monde 3 fois quand elle l'a marié. C'était donc une personnalité importante. Sa femme n'était pas n'importe qui, là, de Jacques Vigée. Donc, et son père avait été député de Kent. À sa mort, c'est Papineau qui va le remplacer comme député de Kent, Louis-Joseph. Je vous mentionne ça parce que souvent on entend une erreur. On sait le cousin de Papineau. Ah, c'est compliqué nos histoires. C'est pas vraiment son cousin. Mais, et je termine là-dessus pour la pause. Papineau, Chérier, Vigée ont marié les 3 sœurs, non, ont marié 2 sœurs Chérier. Autrement dit, Madame Papineau, la mère de Louis-Joseph, c'est une demoiselle Chérier, Rosalie. La mère de Denis Benjamin Vigée et de Louis-Michel Vigée, dit le beau Vigée. Mais les livres nous disent que la réalité était moins éclatante que la légende. Ils disent ça comme ça. En tout cas, dit le beau. Le beau Vigée, c'est quelque chose du genre d'ailleurs. Dit le beau Vigée, sont les enfants. Leur mère est une Chérier. Jacques Vigée, dont le père, alors ça va être compliqué, là, je vous avertis, le père de Jacques Vigée, c'est le frère de ce fameux monsieur Vigée dont je viens de vous parler. Donc, il n'est pas cousin de Papineau, mais ses cousins sont les cousins de Papineau. Et pour mêler les choses davantage, Papineau n'est pas son cousin, mais était très près de la famille Papineau parce qu'à sa naissance, on nomme comme parrain Joseph Papineau, le père de Papineau. Donc, le père de Papineau et le parrain de Jacques Vigée m'ont dit qu'il est apparenté au Vigée, au Chérier, au Papineau et au Lartigue. Lartigue est évêque de Montréal, cousin de Papineau, cousin de Chérier, cousin de Vigée. C'est pour ça qu'on dit, à cette époque-là, ce sont les grandes familles. C'est notre petite bourgeoisie, c'est pas vraiment une noblesse. La population Mais, de Montréal, à ce moment-là, cette époque-là, au moment de la fondation de la Saint-Jean-Baptiste, 27 000 habitants. En 1800, nous étions 9 000. En 1833, nous sommes 27 000 habitants. Et je termine en vous disant que la ville de Montréal se circonscrit, disons, le fleuve, la rue Saint-Antoine ou la rue Vigée. La rue Saint-Antoine, je pense qu'il n'y en a plus. La rue McGill jusqu'à Berry. Donc, ça n'inclut pas tout ce qui a été annexé par la Par la suite, ça apparaît. Et d'abord, et ensuite, il y aura les faubourgs. Faubourg Québec, Faubourg Saint-Laurent, Faubourg Saint-Joseph, c'est les Récollets, la paroisse natale, moi là, Richemont, Notre-Dame. Faubourg Saint-Laurent, la rue Saint-Laurent. On appelle ça faubourg, pourquoi? C'est dur, ça a été en dehors de la ville. Ce n'est pas un vrai bourg, c'est un faubourg. Les faubourgs sont quand la ville est pleine, des marchands commencent à s'accoter avec le comptoir sur les portes, comme à Québec. Ça devient un faubourg. Les marchands, puis les cordonniers, puis et là, la ville grandit comme ça. L'ancien mot de banlieue. Banlieue. On prend un peu connu, un homme qui était un homme de chiffres, vous allez voir, mais on l'oublie souvent, c'est lui qui va financer Papineau pendant les presque 8 ans d'exil. Papineau va avoir été privé de son salaire pendant 8 ans, et c'est M. Masson qui aura avancé l'argent. Parce que M. Masson ne s'était pas mêlé des événements qu'on appelait de 37-38, mais il avait toujours dit « Je ne prendrai pas les armes, mais jamais je ne blâmerai ceux qui les prendraient. » Donc c'est vraiment une attitude un peu particulière, mais il y en avait quelques-uns comme ça. Parce que les fonctions les obligeaient à ne pas se mouiller, et surtout des affaires, plus qu'il fallait, mais qui, sous la table, contribuaient au combat. Vous savez, le Parti patriote avait 95% du vote. C'est pas rien, ça, là. Ça veut dire que c'est beaucoup de monde, ça, là. Donc, quand Ludger Duvernay va chercher Jacques Vigée comme président de cet organisme qui, tous les ans, devra célébrer la Saint-Jean-Baptiste,
le 24 juin 1834, il fonde une société nationale, il fonde une fête nationale, puis il décrète un patron national. Donc il fait 3 affaires. Puis il va chercher Jacques Vigée, justement c'est le maire de Montréal, il est bien vu, c'est une notabilité, c'est un homme respecté, c'est un homme bien connu, qui est depuis une quinzaine d'années inspecteur des rues, ruelles et chemins de la cité et de la paroisse de Montréal, ce qui n'est pas rien. C'est lui qui dessine la rue Guy, c'est lui qui dessine la moitié des rues du Vieux-Montréal qui se développent à ce moment-là, la rue Sainte-Hélène, la rue des Commissaires, la rue King, la rue Prince, ce qu'on appelait autrefois la vieille paroisse Sainte-Hélène, qui est une paroisse tenue par les Capucins. Elle est juste derrière la place Bonaventure. Si vous prenez la rue Notre-Dame, là, c'est juste avant McGill. Bien, ce petit coin-là, qui était la paroisse Sainte-Hélène, moi je suis né dans la paroisse voisine, qui est la paroisse Saint-Joseph, qu'on appelle aujourd'hui la Petite Bourgogne, où il y a à peu près 8 meurtres aux demi-heures. Je veux dire, ça a bien changé. Le métro Georges Vanier, Lucien Lallier, la rue Saint-Antoine, c'est la rue des Noirs à l'époque. Il n'y avait pas de Noirs. Je me souviens, les premiers Noirs qui parlaient français, on les avait arrivés à Verdun en 63-64, c'était nos professeurs. On connaissait des Noirs, nous, du Sud-Ouest. Les Noirs restaient sur la rue Saint-Antoine. Ils parlaient généralement anglais. Mais c'était c'est pas le Griffintown, c'est la Petite Bourgogne, c'est-à-dire un quartier qui peut commencer à Notre-Dame et Atwater, puis qui va jusqu'à rue Guy, jusqu'à rue Pile. Oui, la montagne, c'est ça. Il y avait la Dore en bas, puis tout ça, la rue Versailles, c'est un peu mon quartier, ça. Donc, Jacques Vigée va dessiner les rues de Montréal. Et c'est un grand chercheur. Il va fonder la Société historique de Montréal. C'est un homme qui va ramasser toutes les vieilleries possibles de notre patrimoine. Tous les documents, les actes de capitulation, les testaments, les costumes. D'ailleurs, souvent, on voit des portraits de Jacques Vigée où il y a une espèce de chapeau sur la tête d'officier britannique. Il avait des costumes de toutes les sortes. Donc, puis il va ramasser tous ses écrits dans ce qu'il appelle, j'avais fait des documents comme ça il y a quelques années, ma Saberdache. Saber en allemand, qui vient de ces soldats allemands dont je vous ai parlé, c'est un sac pour le sabre. Donc le Sabertasche, c'est une saberdache, c'est-à-dire c'est une espèce de sac qu'on met sur le côté avec une strap, là, en bandoulière. C'est ça. Puis là, il a ramassé toutes sortes d'affaires. Il appelait ça ma saberdache, le nom de toutes les rues, de tous les propriétaires, de tous les locataires, de tous les vicaires, les curés. Il ramassait tout. Puis il a publié beaucoup d'études. Et faisant cela, je vous ai dit qu'il avait été ce qu'on appelait officier rapporteur d'une dizaine d'élections. On appelle ça officier rapporteur même quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on appelle ça comment est-ce qu'on appelle le greffier, puis l'autre, plus haut que le greffier, le scrutateur. Bon. Autrefois, on appelle ça un officier rapporteur. Donc, lui était officier rapporteur de toutes les élections. Et c'est un homme très brillant. Lui, il a compris très rapidement que les Canadiens français ont été majoritaires. À la ville de Montréal, aux élections, on ne menait pas grand-chose, parce que ceux qui avaient droit de vote, c'est un peu comme les sénateurs aujourd'hui, il fallait qu'ils soient propriétaires de quelque chose. Au début, c'était des grosses maisons, des petites maisons. Lui, il a baissé le sens électoral. Il a fait en sorte que même les gens qui n'avaient rien ont eu le droit de vote. Il a donc multiplié par 3 la liste d'électeurs. Et en la multipliant par 3, elle était composée de 3 fois plus de Canadiens français qu'avant. Donc, quand on dit qu'ils sont des... Dans l'ordre de Jacques Cartier et la Saint-Jean-Baptiste, ont été forts à insister sur ce genre de travail. Vous savez, c'est un homme de l'ombre, là. C'est pas Louis-Joseph Papineau, c'est pas un faiseur de grands discours. C'est une espèce de professeur tournesol qui écrit des livres, qui écrit des articles, qui aura appris son métier de journaliste, puis il va faire en sorte, parce qu'il est un haut fonctionnaire municipal, il va augmenter le nombre d'électeurs,
favorisant ainsi ce qu'on appelait la race canadienne-française. Donc c'est un homme qui a joué un rôle éminemment important. Comme je vous l'ai dit, il était cousin avec les Lartigue, les Vigée, les Papineau, et il servait souvent d'entremetteur, si on peut dire. C'était un diplomate, hein? Il parlait un peu à tout le monde, il était ami avec tout le monde, et les gens, sachant cela, on se servait de lui pour passer des messages, dans un sens de la barricade ou de l'autre. Il n'a pas pris les armes en 37-38, c'était ni dans son tempérament, ni dans ses manières, si on peut dire. Et après 37-38, et ça, parce que la Société Saint-Baptiste est fondée en 34. Puis elle va se réunir en 35, puis en 36, puis il va apparaître à Saint-Denis-sur-Richelieu, puis un peu partout, des activités en 35, en 36 et en 37. Mais de 38 à 43, puisque Duvernay s'exile aux États-Unis, puis que les fondateurs de la Saint-Baptiste, ce sont les patriotes, ne l'oublions jamais. D'ailleurs, quand les gens nous demandent qu'est-ce que les patriotes ont laissé comme héritage, puis on cherche, au-delà de la démocratie, puis l'idée de l'indépendance, et ainsi de suite, la Société Saint-Baptiste. C'est une œuvre patriotique, fondée par eux. Et c'est pour ça que les premiers présidents de la Saint-Jean-Baptiste, eh bien, 8 de ces 10 premiers présidents ont été mêlés aux activités révolutionnaires de 1837-1838. Très souvent, ce sont des anticléricaux. Ils critiquent le rôle de l'Église. Ils vont critiquer l'attitude du pape également face à certains peuples en Europe. Parce qu'on avait le temps, là, on insisterait sur l'importance qu'accordaient les patriotes aux autres combats nationaux. Vous le savez, est amené dans le monde, puis ceux parmi vous qui étaient présents quand on le fait le tour des histoires des indépendances dans 35 pays il y a 2 ans, vous vous rappellerez que dans les années 1830, là, il y en a partout, là, en Amérique latine, puis ainsi de suite, en Europe, un peu partout, se manifestent des mouvements nationaux. C'est pour ça que les historiens appellent le 19e siècle le siècle des nationalités. Et les patriotes s'inscrivent là-dedans. C'est-à-dire, c'est une époque de l'histoire du monde où les nations se sont affirmées, se sont définies comme telles, se sont déterminées. Ce que les patriotes, pour nous, ce sont les pères de la nationalité. Je n'irai pas jusqu'à dire les pères de la nation existait avant eux, mais la nationalité, c'est-à-dire donner un caractère politique à la réalité nationale, ça, c'est les patriotes qui font ça. Et cet héritage-là va demeurer longtemps. Ce qu'on doit retenir également des patriotes et de tout ce groupe autour de Jacques Vigée, ce sont vraiment, je ne dirais pas les premiers, parce que plus je lis l'histoire, plus je découvre que c'est pas facile de trouver les premiers indépendantistes. Il y en a comme toujours eu. Cependant, ils furent, disons, au 19e siècle, les premiers à s'organiser avec un discours indépendantiste inscrit dans un programme politique. Eux, s'ils se prenaient le pouvoir, ils faisaient la République du Bas-Canada, qui serait entendue que la République du Haut-Canada sans aucune difficulté, qui serait entendue que les États-Unis, parce que les patriotes fantasment sur les États-Unis d'Amérique. Un peu comme les Français, d'ailleurs. Les Français, moi, ça m'a toujours surpris. C'est pas juste les Français, je connais bien les Hollandais, les Belges aussi, mais en Europe, il y a pour les Américains quelque chose là, qui nous dépasse. Vous savez, nous, on les aime bien, les Américains. Je ne parle pas de Bush quand je dis ça, comprenez-moi bien. Les Américains, ceux qu'on rencontre à Plattsburgh, ceux qui viennent ici, les Américains qu'on aime et qui nous aiment, si on peut dire, dans une certaine mesure, là, et à qui ils ne nous connaissent pas, mais nous sommes des Américains qui parlent français. C'est tout, d'après moi, c'est l'essentiel de notre différence. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'amour des Européens pour les Américains a un lien avec la dernière guerre? Ah, sûrement. Absolument. Mais je veux dire, c'est un amour inimaginable ici. Je vous dis, moi, j'ai vu ça, j'ai vu, j'étais étudiant à Paris il y a presque 3 ans, puis j'ai vu de mes yeux, là, quand un Américain rentrait dans la place, c'était tout. Un peu comme les Canadiens sont comme ça en Hollande, hein? On est bien, bien aimés en Hollande. Mais je veux dire, nos patriotes avaient une obsession des États-Unis. C'était le modèle.
Alors que les États-Unis, on sait de plus en plus, c'est le fruit de l'orge maçonnique. Ça, je ne peux pas insister là-dessus ce soir, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais ce n'est pas anodin quand même comme rapprochement. Donc, il y a comme, lors de la fondation de la Saint-Baptiste, dès le début, il y a comme deux moments. Avant 37-38, puis après 37-38. Parce que même si les mêmes personnages reviennent, parce que Jacques Vigée va redevenir président en 1856, la Saint-Baptiste, elle réapparaît en 1843. Monseigneur Bourgette va aux États-Unis, il rencontre Duvernay. Monseigneur Bourgette revient, puis dit Duvernay est maintenant bon catholique. Ce qu'il n'était pas avant 37-38. Écoutez, c'était presque... C'était... Je peux pas... Il n'y a pas de mots pour exprimer exactement jusqu'à quel point Duvernay était un radical dans l'anticléricalisme. Radical. L'abbé Groux, qui a été vice-président de Saint-Baptiste, dit dans notre Maître le Passé, Duvernay allait aussi loin qu'il signait ses articles « Citoyen Duvernay », ce qui veut dire beaucoup, beaucoup. Toute la Révolution française mettait tout ça autour, là, c'était... Donc, il n'y avait rien de catholique quand la Saint-Jean-Baptiste est créée en 1834. Au contraire, puis s'il appelle ça Saint-Jean-Baptiste, c'est un clin d'œil ironique qu'il fait à l'Église, en disant, et c'est son génie d'ailleurs, de prendre une fête religieuse qui est là, donc on ne peut pas la changer, puis on lui donne un caractère national, on devrait dire nationaliste, on devrait dire patriotique. Ça, c'est son génie. Mais en 1943, parce qu'on ne l'oubliera jamais, on ne le mentionnera jamais assez, je reviendrai la semaine prochaine, quand les condamnations de l'Église sont tombées sur les patriotes, ça a été ici au Canada français des conséquences, ça a eu des conséquences désastreuses. Hein? Il faudra 120 ans avant qu'on recommence vraiment à s'intéresser au mouvement des patriotes. Ça prendra 40 ans, 60 ans après les faits pour qu'un premier livre s'écrive sur les patriotes. Et le premier livre écrit sur les patriotes, il est écrit par un président de la Saint-Jean-Baptiste, Laurent Olivier David, père d'Athanase David, grand-père du cardiologue Paul David et arrière-grand-père de Françoise David. Cette lignée de David, et j'ai envie de dire, ont toujours été des patriotes rouges, très rouges. Laurent Olivier David, le président de la Saint-Baptiste, puis ils ont mis un de ses livres à l'index, qui s'appelle le clergé canadien, sa nature et sa portée. Et ce livre-là a été mis à l'index par les autorités ecclésiastiques. Il a fini par le renier par la suite. Mais c'est pour vous montrer, là, c'était être patriote de 37-38, puis être partisan des patriotes de 37-38, c'est être partisan des éléments les plus radicaux, pour ne pas dire les plus extrémistes. Écoutez, c'était favorable aux armes, là. C'est quand même, faut quand même le faire. Donc, quand la société revient après les condamnations, puis après Colborne qui met le feu partout, puis ainsi de suite, pas vite, j'y viendrai la semaine prochaine, c'est le lien que je fais. Quand la société réapparaît en 1843, les patriotes, là, ils sont tous fait des serments revenant sur leur action politique. Ils sont tous engagés à respecter la couronne anglaise. Ils sont tous engagés à respecter les autorités religieuses. Et la Société Saint-Jean-Baptiste va réapparaître autour de 1843, 44, 45. Et là, plus les années vont aller, plus elle va se cléricaliser. Elle va devenir très catholique. Autant elle avait été, je dirais pas neutre, là, mais elle va devenir de plus en plus religieuse. Et quand Jacques Vigée revient président 22 ans après l'avoir été en 1834, c'est un Jacques Vigée dévot, fervent, qui va être décoré d'un ordre papal avant de mourir, on verra ça plus dans le détail. Mais au moment de la fondation, et c'est ce qu'il faut retenir, à ce stade-ci, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer, au moment de la fondation, pour la première fois dans notre histoire, il y a un discours, une doctrine nationale. Pour la première fois, il y a des gens qui se réunissent régulièrement et qui veulent donner un sens à la nationalité canadienne.
qui veulent non seulement lui donner un sens politique, mais qui veulent lui donner, on veut qu'il devienne une force politique. Et qu'on lui voit reconnu des droits reconnus à tous les peuples. C'est pour ça qu'il parle d'indépendance quand vous regardez la correspondance de Papineau, quand vous regardez la correspondance de Duvernay, on parle carrément d'indépendance. Duvernay va dire, fondez dans toutes les paroisses et dans tous les villages des sociétés Saint-Jean-Baptiste, réunissez-vous ensemble, parlez de littérature, parlez de politique, et par tous les moyens, faites avancer l'idée d'indépendance. C'est carrément, c'est son mot à mot. C'est pour ça qu'ils font de la Saint-Jean-Baptiste. Et je termine en disant, quand on reproche souvent au Saint-Jean-Baptiste, vous faites de la politique, puis vous ne devriez pas être fait de la politique, puis vous manquez à votre mission. Non. La Saint-Jean-Baptiste a été fondée pour faire de la politique. Non pas de la politique partisane, mais de la politique. La Saint-Jean-Baptiste est faite pour ça. L'éducation populaire, puis incruster ça, puis aller chercher les meilleurs éléments. Et les premiers présidents, comme Jacques Vigée, ça va changer au fil des ans, mais les premiers présidents, à ce moment-là, on va chercher des sommités qui se sont distingués dans la société, comme le premier maire de Montréal. Ensuite, on va avoir des hommes d'affaires, on va avoir des dirigeants municipaux, des notaires, des avocats, des médecins, puis ainsi de suite, puis des commerçants. On continue.